Bonsoir. C'est une situation sécuritaire suffisamment dégradée que vit le Burkina Faso. Gassan Sanaba dans la Boucle du Moun ont reçu récemment la visite des forces terroristes. Dablo dans le centre-nord se vide de sa population. Madjouari dans la région de l'Est. Ce sont des parties du Burkina qui tombent les unes après les autres dans les mains des groupes terroristes qui semblent régner en maître absolu. En face, le président du Faso tente de rassurer à travers des déclarations. On en parle ce soir dans le fauteuil blanc. Vous êtes bien à Surface de Vérité. Et je reçois pour vous un enseignant-chercheur en écotoxicologie dans les universités publiques. Il est ingénieur. Il a été député au Conseil national de la transition en 2015. Il est par ailleurs président du parti. Il est le président du Socle citoyen pour la libération. David Moyenga est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Toujours un plaisir d'être avec vous. C'est quoi l'écotoxicologie? Oui, l'écotoxicologie est une discipline qui étudie l'impact de la pollution sur l'environnement. Donc, tout ce que nos villes, nos industries, aussi bien dans notre pays qu'ailleurs, impactent sur notre environnement, sur l'eau, sur le sol, sur l'air, et qui a des conséquences aussi bien sur l'environnement, sur la santé humaine, sur l'économie, et puis au-delà même sur toute la planète. Voilà. Donc maintenant, concrètement, ça peut se traduire par comment surveiller cet environnement, comment avoir des mesures de prévention, comment avoir donner des rémédiations, c'est-à-dire comment restaurer les milieux qui sont atteints. Voilà. L'exemple palpable, une mine qui s'installe peut avoir des impacts sur les sources d'eau, parce qu'on utilise des produits chimiques, on peut avoir des impacts sur le sol, et donc en ce moment le sol dégradé ou le sol mort ne peut plus produire, vous voyez la conséquence sur le plan alimentaire, ou bien ça peut avoir des conséquences sur les végétaux, la production végétale sur laquelle repose l'homme, les communautés, leur survie et même leur économie de survie. Donc, vous voyez, aujourd'hui, cette discipline est au centre des enjeux aujourd'hui de la survie de la planète. D'où tout le débat sur l'écologie, sur l'environnement, sur comment sauvegarder la planète et jusqu'à même l'impact que ça peut avoir sur le réchauffement climatique, si on voit sur les changements climatiques. Donc, c'est une discipline charnière aujourd'hui dans ce monde-là. Et le Burkina veut sauver son territoire, en tout cas menacé par les groupes terroristes. On en parle donc. Il y a de plus en plus ces communes qui tombent entre les mains des groupes terroristes. Le drame d'Inata vient nous rappeler encore une fois que visiblement nous sommes en train de toucher le fond. Ah bien oui, c'est déjà à notre avis un fond suffisamment touché dans la mesure où le pays est encerclé. Ensuite, il est occupé par endroits et en plusieurs endroits. Il est étouffé du point de vue de son activité scolaire et bien d'autres activités. Vous voyez le nombre d'écoles fermées. Ce sont des milliers d'écoles fermées aujourd'hui. Donc, au-delà de ça, regardez le bilan du point de vue humain en termes de gens qui sont tués, aussi bien les personnes civiles que militaires. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas eu une réponse efficace et c'est un échec. Voilà, aujourd'hui, et cet échec se caractérise par le fait que le pouvoir en place n'est pas en mesure de répondre. Donc il y a une certaine impuissance, pour ne pas dire qu'il est dans l'incapacité, d'un point de vue irréversible même, de pouvoir restaurer cette situation. Et quand est-ce qu'il faut le déverrouiller? Et on ne parle même pas des conséquences de tout cela, parce que la conséquence sur le plan humanitaire, les déplacés internes, et tout ce que cela peut avoir comme problème à la fois sanitaire, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que le Burkina a reculé. Et le Burkina a reculé de plus de 25 années. C'est-à-dire que pour le rattraper, il faut au moins 25 années pour rattraper le Burkina dans une telle situation.
c'est extrêmement grave, c'est dramatique. Et aujourd'hui, il faut un arrêt historique dans ce pays-là pour que nous puissions régler cette situation. Malheureusement, vous politiques, vous ne marquez pas cet arrêt, vous continuez de faire de la politique politicienne. Hein? Non, je pense que il y a divers acteurs politiques qui donnent leur point de vue sur le sujet. En ce qui nous concerne, avec un groupe quand même d'autres partis amis, nous avons été clairs. Aujourd'hui, le Burkina doit basculer dans une seconde transition dans laquelle un certain directoire restreint pourrait être mis en place pour s'occuper uniquement et essentiellement de la question de la sécurité, de la stabilité, de la reconquête du territoire national. Parce que c'est la question fondamentale, c'est la survie de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit de survie même de notre pays-là est en jeu. Donc, à partir de cet instant, on ne peut plus faire autre chose. C'est pourquoi vous voyez les activités économiques, toutes les autres activités sont affectées. Donc, pour vous, la survie il faut même de enclencher une transition à votre avis. Mais c'est ça, puisque tout simplement, le pouvoir en face n'est pas capable de répondre. Ça fait 6 années quand même d'exercice, de discours, de propositions, et ça se manifeste par le changement autant de fois au niveau de la tête de l'armée, autant du ministère de la Défense. Et jusqu'à preuve de contraire, quand on fait le bilan, on voit qu'il y a une aggravation. Et la situation continue d'aggraver, même à l'instant oui, même. On vous dira qu'il y a un président qui est élu, qui déroule son programme. On vous dira que vous aimez beaucoup les transitions. Peut-être que vous cherchez encore une occasion d'être encore député, peut-être dans un CNT. J'ai souvent entendu ça. Mais attention, les transitions ne viennent jamais de façon, j'allais dire, par envie de quelqu'un. Nous avons fait une transition, il y a eu des élections et les gens attendaient mieux. Mais ce qui se passe, forcément conduit notre pays à un arrêt historique. On peut appeler ça ce qu'on veut. Mais actuellement, il est clair que les pouvoirs publics actuels ne peuvent plus mobiliser. Quand je prends le régime actuel, de par le fait qu'il est englué dans d'autres problèmes, qui est même la corruption, qui est le problème même aujourd'hui, voilà, d'approche par rapport au terrorisme, par rapport à l'élan, la capacité à mobiliser les Burkinabés aujourd'hui est un véritable problème. Oui, or, il faut une remobilisation des masses populaires autour aujourd'hui d'un régime pour pouvoir recréer un élan populaire, comme ce qu'on a connu en 2015. Il y a eu un élan où les forces civiles, militaires, les FDS, les partis politiques, même les syndicats ont rejoint ce combat et il a eu l'effet national, un grand sursaut patriotique. Le régime actuel ne peut plus le faire. C'est l'appel du président à travers son dernier discours, son adresse à la nation. C'est cet appel-là qu'il a réitéré, la remobilisation de l'ensemble des Burkinabés pour faire front commun face à l'ennemi. Certes, mais nous en sommes au énième appel. Est-ce que vous voyez un sursaut national? Non, ça veut dire que le régime... Ça veut dire qu'il y a de la bonne foi quelque part, la mauvaise foi de certains acteurs? Non, ce n'est pas la comme mauvaise les politiques, foi, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de confiance même vis-à-vis de ceux qui dirigent notre pays et qu'il faut le reconnaître. Parce que, premièrement, ils ont trahi les aspirations de l'insurrection populaire qui voulait une nouvelle gouvernance, une gouvernance vertueuse, une rupture même d'hommes, de visage sur la scène politique, ce qui n'a pas été observé. Les remises en cause de tout ce qu'il y avait comme aspiration populaire, mais ça, aujourd'hui, ça rattrape le régime. Deuxième élément, mais c'est comme je disais tantôt, la corruption. Elle a gangréné tous les secteurs et aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où dans un journal d'investigation de la presse, il n'apparaît pas une autorité publique, ministre, DG, en tout cas des hauts commis de l'État, qui sont englués dans une corruption et à un pillage auquel le peuple assiste. Mais ce n'est pas ce que le peuple demandait à l'insurrection populaire, c'est ce système-là que le peuple a dénoncé à l'insurrection populaire, à savoir qu'il y avait un accaparement de l'économie, des ressources et des richesses du pays autour d'un certain nombre d'individus. Mais c'est ce que le peuple a rejeté. Mais qu'est-ce qu'il voit aujourd'hui? C'est un système qui s'est réapproprié ces aspects négatifs du régime déchu pour s'asseoir et même s'empirer. Donc, du coup, mais cette image-là ne peut pas provoquer ce qu'on appelle
la remobilisation de Burkinabés autour de quel idéal et autour de qui? Oui, mais l'idéal, la vision, leadership. Ce discours, ce dernier discours du chef de l'État trace clairement cette vision, cet idéal. Il a parlé, notamment vous parlez tout à l'heure de corruption, il a parlé d'opération main propre. Ben, ce qui est surprenant, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut s'en réaliser. Rappelez-vous, à l'arrivée du gouvernement de l'actuel ministre, notamment le ministre Dabiré, il avait annoncé au premier conseil des ministres qu'ils allaient faire ce qu'on appelle mettre en place une commission pour lutter contre la corruption et puis prendre tout ce... Mais est-ce qu'il y a déjà eu un rapport de cette commission? N'en parlons même pas une mise en œuvre. De deux, l'opération main propre, ce n'est pas juste des phraséologies qu'il faut lancer, non. Il y a des dispositions comme la loi anticorruption qui dispose du délit d'apparence, qui dispose de la déclaration des biens des hauts commis de l'État partant des ministres, des députés, des chefs d'institution, des directeurs des DG de l'ONEA, le DG, j'allais dire, des impôts, de la douane, et bien sûr, de bien d'autres organisations dans lesquelles, effectivement, il y a beaucoup d'argent qui peut, effectivement, être manié. Et ça, appuyé avec les procédures de l'ASE-LC, mais ça conduit à une opération même propre, avec une chose qui s'est passée dans notre pays qui est assez singulière, c'est la rupture entre le Conseil supérieur de la magistrature et la présidence du FASO. Mais tout ça, c'est un environnement qui était là, propice à la mise en œuvre de l'opération même propre. Et en arrivant, c'est cet acte-là qu'il fallait poser, parce que les dispositions étaient là. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Au contraire, mais le régime a remis en cause toutes ces dispositions. Les ont fait souffrir des lois, ont traîné à mettre des décrets d'application en marche. Au contraire, même, ont tenté de dénigrer même le travail, le dévaloriser. Mais aujourd'hui, dès le début, on a compris que ce régime ne voulait pas lutter contre la corruption. N'en parlons pas, faire une opération main propre. Il fait opération main propre aujourd'hui comment? De quelle manière? Alors, repartons au premier gouvernement. Refaisons le point. Les gens vont redéclarer leurs biens, montrer tout ce qu'ils ont ramassé. Ils montreront à la fin de leur fonction qu'est-ce qu'ils ont. On va voir le surplus et puis on va évaluer. Aujourd'hui, vous entendez que des ministres burkinabés même font des investissements à l'extérieur de notre pays. Ça s'entend dans les journaux. Il y a beaucoup de rapports également qui font état de la corruption, le CENTIF, l'ASE-LC, le RENLAC. On voit même des rapports parlementaires, le journalisme d'investigation. Tout ça. Mais c'est tout cela qui sera mis dans le panier. Non, opération tiroir vide. Non, c'est-à-dire que... Il y a eu déjà cette rencontre avec dans lequel, le contrôleur général d'État. Rappelez-vous, pour donner le ton. J'ai dit que lorsqu'on fait le point, en lisant entre les lignes, sur les faits de corruption déclarés et qui sont montrés depuis 6 années au Burkina Faso, vous verrez que 50% à peu près, c'est dans les domaines carrément, de l'exécutif de l'État central et de la présidence du Faso. Il faut le signifier, parce qu'on connaît beaucoup de dossiers qui ont été dénoncés au niveau de la présidence. Ça veut dire que la présidence même du Faso est le siège de la corruption. Et ça, je crois que même le dernier rapport du RENLAC, avec toutes les illustrations faites, que ce ne soit pas des économistes ou des gens qui travaillent dans la lutte contre la corruption, mais c'est ce qui est montré. Nous sommes en train de nous poser la question alors, est-ce que la présidence du Faso se mettrait une balle dans le pied? Ce que nous ne croyons pas. Et du reste, je pense que opération main propre est un gros mot aujourd'hui pour ce régime, parce que c'est un autre régime qui pourrait le faire. Il faut être clair, c'est un autre régime qui pourrait le faire, tout comme ce qu'on a vécu. Pourquoi vous pensez qu'il ne peut pas le faire? Ils ne vont pas se tirer eux-mêmes une balle dans le pied, parce que beaucoup d'acteurs importants du régime sont impliqués. Et d'ailleurs... Puisqu'ils l'ont dit, attendant de voir, le pied du mur. La corruption est le modèle de gouvernement instauré. Et si jamais on doit tirer sur toute la ficelle, ça veut dire que c'est tout ce système-là qui va partir. Ça, c'est clair pour tous ceux qui sont des observateurs avertis, ils le comprennent. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de manœuvrer pour, en fait, libérer quelques éléments les plus pourris pour permettre de sauver un peu la tête? Mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Vous êtes dans les a priori. Non, ce n'est pas des a priori. Nous attendons de voir. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent se poser. On peut imaginer. Voilà.
Vous imaginez qu'un dossier dans lequel le plus haut responsable de ce pays est impliqué, il va se faire lui-même une j'allais dire, voilà, correction ou sanction. S'il a annoncé une opération main propre, c'est qu'il se sent capable de le faire. Non, je vous dis, la disposition même existe depuis longtemps. Et sur la loi dont je viens de citer, numéro 04 CNT 2015, portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, les choses sont claires. L'argent public, il s'agit de l'argent public. Il caractérise dans le champ de l'argent public. Et on catégorise. Et on fait le point. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas présenter. Même les cadeaux. Jusqu'aux cadeaux. J'ai déjà cité les délits d'apparence. Ça, c'est un bien qui a été acquis, une personne qui s'enrichit de façon anormale, qui a une fonction et qui s'enrichit de façon anormale en si peu de temps. Mais on peut chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Vous prenez la déclaration des biens. Entre le début de la prise de fonction à la fin, on peut bien faire la différence. Au-delà de ça, tous les autres agents, ils sont concernés d'une manière ou d'une autre, puisque ça permet de voir. Au niveau des ministres et autres, on peut voir. Bon, au niveau des cadeaux, tout est réglementé. Vous voyez par exemple quelqu'un, je prends une illustration, qui va dans une institution importante comme la douane par exemple, qui fait un cadeau de 2-5 millions, voilà, par exemple à un agent de la douane. Vous pensez que ce cadeau-là, il ne contient pas les germes d'une corruption à l'intérieur. C'est pourquoi la question des cadeaux, des dons, des legs, tout a été vu et inscrit dans cette loi, mais ça n'a jamais été mis. Les gens savent que c'était ça l'opération main propre. Ils le savaient très bien. Voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui se rappeler, s'en apercevoir que maintenant, c'est très étonnant et nous ne croyons pas que véritablement le système va pouvoir s'auto-liquéfier lui-même. C'est pourquoi il faut aller droit au but. Ce dont le Burkina a besoin, voilà, c'est cet arrêt historique avec des acteurs qui vont venir s'occuper, comme je l'ai dit, voilà, de la question d'abord de la sécurité et au détour, beaucoup d'autres anomalies fonctionnelles de l'État peuvent être revues, notamment. Est-ce que là, vous n'êtes pas dans un esprit, vous n'êtes pas dans des velléités pushistes? Non, pas du tout. Vous voulez rompre l'ordre constitutionnel? Non, pas du tout. Je vais vous expliquer une chose. Plusieurs fois, beaucoup ont dit ça. J'ai souri. Moi, je ne sais pas faire un coup d'État. Je n'ai jamais fait de coup d'État. Par contre, dans le régime actuel, il y a beaucoup qui ont participé, ont assisté à des coups d'État. Moi, je pense que notre culture démocratique et tout notre combat en tant que jeunes, pour l'encadrement de la démocratie et autres là, nous avons lutté contre ce phénomène de coup d'État, qui n'était rien d'autre souvent même que des systèmes de récupération de systèmes. Vous ne savez pas qu'un système peut lui-même se faire un coup d'État et récupérer une situation pour pouvoir se pérenniser? Nous comprenons, c'est une façon quelquefois même de couper l'élan populaire. Donc les coups d'État ne sont pas forcément des opportunités de changement pour un peuple comme on le pense. Attention, ça dépend de qui et pourquoi. Par contre, ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, mais dans les règles de la démocratie, dans le fonctionnement normal, un chef d'État peut décider lui-même de rendre le tablier et appeler à des élections anticipées. C'est un scénario. Et on l'a vu dans beaucoup de pays, dans le cadre, par exemple, d'un scandale, même pas l'occupation du territoire aussi grave que ça, où des chefs d'État ont rendu le tablier. On a vu des chefs d'État qui ont refusé de se présenter à des élections. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'au regard de la personnalité de l'individu, du niveau de responsabilité, mais on peut décider de ne plus continuer et dire, au regard de la gravité de la situation, j'en tire les conséquences et je laisse la démocratie se poursuivre avec ceux qui peuvent le faire. Mais ça, c'est une grandeur. Mais attendez, dans l'histoire du Burkina Faso, mais sous Maurice Yamouro, vous oubliez qu'il y a eu un transfert de compétences? Quand Maurice remet le pouvoir, à l'époque, c'était à l'armée. C'était un transfert de compétences pour se retirer parce qu'il y avait parce qu'il y avait un soulèvement, parce qu'il y avait une agitation, mais le soulèvement ne s'est pas fait pour rien, parce que les gens ont dénoncé à l'époque un régime gabégique et de prédation, un régime de clientélisme, de favoritisme. Et quand vous prenez cette époque, vous venez coller à aujourd'hui, ça donne la même situation. Maurice était obligé de prendre du large. Donc, un chef d'État n'a pas besoin d'attendre qu'il soit coincé jusqu'au coup, à la dernière minute,
pour signer rapidement une démission et puis disparaître. Non, on peut prendre sa responsabilité de sa propre conscience et puis se retirer. Ça aussi, il faut le reconnaître. Voilà, c'est pourquoi je dis, de façon constitutionnelle et de façon même démocratique, ça peut se faire sans même qu'on y pense même à un coup d'État. Par contre, ne pas le faire, un chaos peut s'installer à la suite de l'évolution et du pourrissement de la situation. Et ça, il faut en être conscient. Justement, cet arrêt historique dont vous parlez, oui, est-ce que ça nous garantit aussi des victoires par rapport justement à l'essentiel qui est la reconquête de territoires perdus? Au moins, c'est l'inconnu, on ne sait pas. Effectivement, on peut se jeter dans une telle analyse. Ça peut être un point d'interrogation. Mais en même temps, déjà, ça peut remplir une condition sine qua non pour cette victoire. C'est avoir des hommes capables de remobiliser déjà le peuple autour de la question même de la défense du territoire et de l'État. Et ça, vous le savez bien, que ça suppose si ce n'est pas des personnes... qu'on a ces hommes oui, consensuels qui ont le profil. Pas seulement même consensuels, mais des gens, effectivement, qui ont une certaine grandeur. Et dans notre société, ça ne manque pas. Non, il ne faut pas se leurrer. Hein. Les gens pensent souvent que les choses, il n'y a rien, la politique de tous pourris, parce qu'ils n'ont jamais vu d'autres personnes sur la scène politique, parce qu'on ne voit que ceux qui sont là, qui occupent inutilement la scène politique depuis plus de 40 ans, et qui ne laissent même pas d'autres personnes s'exprimer. Donc les gens croient qu'il n'y a que eux. Il n'y a pas que eux au Burkina Faso. Je prends l'exemple de 83. Qu'est-ce qui arrive à l'arrivée de la génération des Sankara au pouvoir? Mais c'était la même situation gabégique que autres. Mais lorsqu'ils arrivent au pouvoir, mais ils ont d'abord changé la classe politique à 100%. Ils l'ont renouvelée et ils ont créé une rupture. Et ils ont fait une expérience politique. Quelle qu'en soit l'issue, une expérience politique a été faite et une référence historique auquel tout le monde se réfère aujourd'hui. Mais on ne savait pas qu'ils étaient là. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui... En attendant, justement, le pouvoir ne semble pas dans cette vision des choses. Le pouvoir pense qu'il a encore les ressorts. Non, le pouvoir fait une erreur d'analyse. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent jouer la prolongation et essayer toujours de voir qu'est-ce qu'on peut gagner. Ils pensent avoir encore les ressorts pour rebondir. Ils pensent avoir, alors que objectivement et logiquement, tous ceux qui regardent cette situation, je ne pense pas qu'ils aient encore ces ressources-là qu'ils n'aient pas eu durant tous les 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Et ça, nous disons que c'est une erreur monumentale d'analyse que de penser qu'ils peuvent encore faire un sursaut. Et d'ailleurs, l'idée c'est quoi? Ce qui se joue, c'est quoi? Nous ne pensons pas que ce qui se joue, c'est les réponses encore à l'insécurité. Nous ne pensons pas. Nous pensons que ce qui se joue, c'est la question de la conservation du pouvoir. Ah bon? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait cette marche, cette ébullition populaire qui pose un débat qui dérange, la question de la démission du chef de l'État. C'est ça qui a entraîné à la fois toutes les réactions qu'on a vues. Aussi bien que ce soit la rupture d'Internet, aussi bien que ce soit même la question orale de l'Assemblée qui a été proposée et médiatisée. C'était à la même période. Et ensuite, les mesures et le discours nocturnes du chef de l'État. Mais il faut savoir que le discours n'est pas venu de lui-même. Ça veut dire que c'est parce que la question de la démission a été posée que dans toutes les provinces, il y a une ébullition, des manifestations et que ce mot sort. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut apporter des réponses en ce moment. Et là, le pouvoir s'est évertué de sortir et de faire un discours, je dirais, assez offensif, audacieux même, je dirais. Mais là, c'est sa survie qui est en jeu. Mais pourquoi il ne l'avait pas fait avant? Pourquoi toutes ces mesures, ce qui était élémentaire sur la place publique, toutes ces propositions étaient faites? Pourquoi ça n'avait été fait? C'est la question de la survie du pouvoir qui est posée ici aujourd'hui. Et ça, tout le monde voit bien qu'il s'agit de ça. Plus préoccupé par sa survie que par la lutte contre le terrorisme? Ah, ben, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je pense que le pouvoir, ce n'est pas seulement celui qui dirige. Il y a beaucoup d'autres groupes d'affaires, des groupes politiques autour qui sentent que, voilà, ils sont passés à côté de la plaque. Et qu'en même temps, rendre le pouvoir dans ces conditions, ça devient, voilà, une sorte de se livrer
parce qu'ils doivent rendre en même temps des comptes pour lesquels le peuple, effectivement, est à l'œuvre depuis quand même quelques années. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas qu'il y a quand même beaucoup de revendications autour de clarifier tout ça. Donc, je pense que c'est ça. Donc, le régime décide de dire aujourd'hui que lui-même, il va se faire lui-même sa propre main propre. Bon, je vais m'en occuper moi-même. Je ne laisserai pas quelqu'un d'autre s'en occuper à ma place. Donc, moi, je pense que c'est une question véritablement axée plus sur la survie du pouvoir. Et j'ai appris aussi qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont discuté dans l'ombre et dans des canaux pour essayer de négocier aussi bien avec l'opposition, négocier avec d'autres forces et essayer de désamorcer cette crise politique qui est en train de naître véritablement de cette crise sécuritaire maintenant. Mais il ne faut pas aussi nier que d'autres forces politiques peut-être seraient dans une logique justement de récupération. Pas forcément. Est-ce que tous ceux qui manifestent sont sincères, sont véritablement, tous, je veux dire, il y en a qui sont sincères, est-ce que tous ont le même objectif, c'est-à-dire la question sécuritaire? Vous ne pourrez jamais avoir cette homogénéité des points de vue sur une scène politique aussi éclatée, trouble et hétérogène comme celui du Burkina Faso depuis des années et des décennies. Vous n'aurez jamais véritablement cela. C'est pourquoi la question de l'unité nationale est un véritable défi. Donc, ce que je pense, le pouvoir doit travailler à éviter de se trouver dans une situation pareille. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Mais sinon, pour notre part, du point de vue de l'ensemble de la scène politique, nous estimons que c'est un seul groupe politique qui dirige notre pays depuis des années. Que ce soit ceux qui sont au CDP actuellement, voilà, et que ce soit ceux aujourd'hui qui sont au pouvoir avec le MPP, c'est un même camp politique qui a monopolisé la scène depuis longtemps et dont leur querelle politique exacerbe les crises. Et aujourd'hui, amène la difficulté de l'unité de notre pays pour pouvoir arriver à une victoire. Et ils font subir à notre peuple cette situation, cette épreuve. Donc pour nous, effectivement, la question qui peut être commune à tout le monde, c'est que ces deux forces politiques-là soient mises de côté parce que c'est leur crise que le peuple burkinabé est en train de vivre. Et donc, il faut qu'il y ait la renaissance, une renaissance, voilà, d'autres forces politiques qui ne sont ni dans leur rancœur, qui ne sont ni dans leurs enjeux d'intérêt à la fois économique, d'affaires et tout ce que vous voulez. En ce moment, nous allons nous éloigner déjà de cette tension politique entre deux. Maintenant, l'erreur serait que les uns et les autres veuillent s'allier, soit derrière un camp en espérant qu'il va arriver au pouvoir, ou derrière l'autre camp en espérant que lui, il est déjà au pouvoir. Dans ce cas, vous voyez, cette crise risque de prendre encore beaucoup de temps. Donc, pour nous, il faut écouter cela. David Mouyang, on est encore dans ce débat où vous faites d'accusations, etc., fait de responsabilité par rapport à ce qui nous arrive, alors qu'il y a l'urgence qui est là et qui a besoin qu'on apporte ici et maintenant des solutions. Des populations sont en train de perdre leur village et se retrouvent dans des situations de déplacés. Les terroristes avancent, il faut apporter la réponse. Et ça, c'est urgent. Et j'ai l'impression que l'essentiel est là, mais on est dans les détails. Oui, mais laissez-moi vous le dire autrement. Mais cet essentiel-là, il est là il y a longtemps et on n'arrive pas à le résoudre. Ça veut dire que la crise a quitté la dimension où on n'avait qu'une vision d'une résolution purement militaire et dont il était à l'échelle du dysfonctionnement, j'allais dire, technique au plan militaire. Ce n'est pas ça. La crise a pris une autre dimension parce que ça a montré qu'à différents moments, notamment, c'est une crise même qui est née d'un point de vue, c'est-à-dire que la situation s'est aggravée du fait aussi d'une réponse politique, c'est-à-dire que la réponse politique n'a pas été adéquate. Parce que quelle a été l'option politique par rapport à cette crise depuis les 6 années? Il faut qu'on soit clair. Quand les gens voient le tout militaire là, non. Encore que tous les spécialistes, y compris ceux-là même qui exercent dans le domaine militaire aujourd'hui, pour la défense du pays, savent que l'approche militaire uniquement ne peut plus. Donc, ici, là, il faut voir les approches de façon holistique. Donc, il y a aussi une responsabilité politique qui a été celle de n'avoir pas réformé l'armée, de créer des dysfonctionnements et des dissensions, de n'avoir pas, par exemple, équipé
Voilà. Regardez ce qui s'est passé dernièrement par rapport à Inata. Mais moi, je trouve quand même que entendre qu'au Burkina, des soldats, voilà, se sont battus et tombés l'estomac désespérément vide, entre griffes, comme on l'a entendu sur les zones internationales. Mais c'est insupportable. Donc, du coup, cette responsabilité-là, ce n'est pas seulement militaire. C'est la réponse politique, comment on organise la question. Je vais prendre juste un exemple pour qu'on comprenne davantage. Mais écoutez, vous pouvez être politique, avoir des responsabilités dans ce pays-là, au sommet, et ne même pas vous préoccuper de qu'est-ce qui se passe chaque matin, chaque midi et chaque soir au front, alors que tout le monde le dit qu'on est en guerre et ça se sent. Jusqu'à ce que des gens, pendant des jours, n'aient pas à manger et que cela n'est pas su. C'est ce dysfonctionnement que le président annonce vouloir justement gommer. Justement, on a vu déjà, l'action semble avoir commencé avec les changements au niveau de la gendarmerie, par exemple. Bon, c'est ce que je disais. Moi, à mon avis, je trouve que c'est un peu trop tard. C'est ce que je pense. Oui, n'oubliez pas, on a fait les opérations. Vous êtes pessimiste? Non, ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Et je voudrais dire, comme Norbert Zongo l'a dit et répété, dans notre contexte actuel, pour coller en fait ce qu'il a, son dicton, dans notre contexte actuel, un optimiste, c'est un pessimiste qui n'a pas d'information. Réellement, quand on regarde la situation, c'est très clair. Le fameux paradigme dont parle même la voie du pouvoir, mais justement, ce paradigme-là, le changement de paradigme. Le changement de paradigme, ce n'est pas seulement au plan militaire. Le paradigme, c'est même au plan politique. Donc, il ne faut pas exclure, en tout cas qu'aujourd'hui, la voie politique soit aussi une issue. La preuve, eux-mêmes font ce qu'on appelle des dialogues, des discussions. Ça veut dire qu'ils savent que quelque part, il y a une dimension politique à cette crise. Oui, la dimension politique, justement. Le président aussi a annoncé qu'au niveau de l'exécutif, dans les jours à venir, justement, on parle d'un gouvernement resserré et soudé. Ah, vous voyez que finalement... C'est aussi un changement de paradigme. Ah, vous voyez que du coup, on revient au fait qu'on comprend bien que les réponses qu'on est en train de donner, c'est des réponses politiques et que le changement d'un gouvernement, ce n'est pas forcément le changement des hommes sur le terrain. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a une donne politique dans cette crise. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met dans un gouvernement resserré et un gouvernement de cohésion? Est-ce à dire qu'il n'était pas resserré et qu'il n'était pas dans la cohésion? Ça, c'est déjà un problème. Voilà. Mais nous disons que depuis longtemps, le Burkina avait montré la voie. Moi, je trouve pléthorique, je trouve pléthorique tout cet exécutif post-transition. La transition elle-même, regardez, il y avait 25 ministres. Peut-être qu'il fallait même faire mieux. On ramène combien? On a rehaussé le nombre de ministères, rehaussé le nombre de conseillers spéciaux, maintenir la vision qui était de réduire un certain nombre d'institutions pour un pays comme le Burkina Faso. Ça n'avait pas besoin d'être, surtout en situation de crise. Donc, moi, je pense que si on aperçoit ça maintenant, ça veut dire que 6 années se sont déjà passées. Voilà. Donc, pour nous, qu'est-ce qu'on va mettre dans le gouvernement resserré et qui sont ceux-là à qui on va véritablement faire appel dans le système lui-même que nous ne connaissons pas, qui présente les caractères, les critères de l'homme vraiment qui est celui qui peut remobiliser les Burkinabés. Bon, tout cela peut il y a de la ressource, non, dans la majorité? Bon, dans la majorité, les ressources, si c'est ceux de la majorité que nous voyons tous les jours, parce que dans la majorité, il y a un fonds, il y a l'APMP, qui est constitué de ce qu'on appelle le MPP, qui est le parti au pouvoir, avec ses alliés que nous connaissons, qui ont plus ou moins quelquefois été, j'allais dire, des exilés ou bien des transhumants de l'opposition. Voilà. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas grand-chose. Et attention, ce n'est pas parce que c'est pléthorique que c'est la qualité. Au contraire, ça c'est aussi une des erreurs des acteurs politiques qui, après l'insurrection, au lieu de rebâtir voilà, une alternative politique crédible, patriotique autour voilà, d'une véritable force politique qui incarne et qui porte
et assume ce qu'on appelle les convictions et l'engagement de l'insurrection, la plupart des acteurs politiques, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est une course effrénée vers la majorité sans connotation même de vision, ni idéologique, ni de cohérence politique, même quelquefois. Mais on se demande, tout ce bouillon-là, ça peut donner quoi en termes de réflexion cohérente? Donc pour moi, c'est une majorité hypertrophiée pour rien. Et je ne vois pas en quoi cette accumulation et entassement a pu provoquer. Je prends l'exemple de l'actuel chef de file de l'opposition qui a rejoint, par exemple, la majorité. Quel a été son apport aujourd'hui par rapport à la crise? Vous avez encore un ancien autre chef de file de l'opposition qui est là-bas et qui est même sankariste. Qu'est-ce qu'il a apporté aujourd'hui en termes de valeur de lutte, par exemple, contre la corruption que, par exemple, à l'époque sous le Sénat, voilà, c'était quand même une des chevals de bataille. On peut reconnaître quand même au Sénat qu'ils avaient lutté contre quand même la corruption et qu'ils avaient fait tiroir zéro et puis corruption pratiquement zéro. Il mène une lutte acharnée aujourd'hui contre, justement, sur la question du logement, par exemple. Non, non, pas du tout. La promotion immobilière. Non. Ça dit que l'incohérence d'ailleurs, d'abord, c'est que d'abord, moi je ne vois pas de politique du point de vue de logement et de politique, parce que la politique de logement, ce n'est pas la lutte contre les sociétés immobilières, non. La politique de logement, c'est d'offrir un logement décent à tous les Burkinabés. Et par quel mécanisme, par quelle approche? Voilà. L'État lui-même, il fait quoi? Comment il organise sa population autour de cette question d'accès au logement. La politique de promotion immobilière fait partie de... Ça peut faire partie, mais d'ailleurs, pour l'instant même, ce n'est même pas une politique de promotion immobilière. C'est des opérations coup de poing même pour tenter de discipliner même un secteur d'abord qui est complètement débordant et qui frise, j'allais dire quelque part, un peu la prédation. D'accord. Donc, on revient à notre sujet. Vous parlez de la majorité. Vous estimez qu'il n'y a pas suffisamment de capacité de production réflexive pour faire avancer ce pays. Et l'opposition dans tout ça. Vous aussi, vous êtes dans le même débat qui ne fait pas avancer. L'opposition, c'est qui aujourd'hui? Vu constitutionnellement, malheureusement, par anomalie institutionnelle, ben, on dit que l'opposition, c'est le CFOP. Vous voyez, ça pose un problème. Donc, il faut déjà qu'on règle ça. C'est pourquoi j'ai dit que le directoire allait permettre de régler toutes ces questions. Deuxièmement, l'opposition qui n'est pas affiliée au chef de file de l'opposition, c'est une opposition qui n'a même pas droit au chapitre, mais qui, quand même, donne de la voix, fait des propositions, l'écrit, développe, mais n'a pas le pouvoir politique. Qu'est-ce qu'une opposition qui n'est même pas affiliée peut faire? Même une opposition affiliée, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi le problème? Le fait de ne pas être consulté, c'est ça votre problème? Non, pas seulement le fait de ne pas être consulté, mais tout simplement parce que même cette opposition, elle est écrasée par le système politique même en place. Et c'est pourquoi nous disons que parce que l'impression faut rebâtir. Dans le contexte actuel où il est question de donner de la voix pour sauver le Burkina, l'opposition semble quelque peu trop muette, non? C'est l'impression qu'on a. Non, on a eu cette impression. Ou complice. Non, on a même eu cette impression qui peut être vue comme une complicité. Mais je dis que pour ceux même qu'on ne considère pas comme une opposition officialisée, institutionnalisée, là, mais cette opposition a donné de la voix et a fait des analyses. Je suis depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. C'est cette opposition-là quand même qui va droit au but. Ça, au moins, c'est clair. Maintenant, le CFOP, on voit que le CFOP est resté un peu dans un système un peu de lourdeur, mais qui, bon, c'est quelque temps avec la situation, et peut-être même pour leur propre survie, sont obligés de donner de la voix. Et on entend par moments, bon, de la voix qu'ils donnent, même si c'est insuffisant, mais je pense que l'opposition est contrainte de mener le débat, sinon, soit l'opposition va exister, ou lui aussi, elle va périr. En attendant, ce sont des organisations de la société civile créées à la limite de façon active, improvisée, qui tentent de se faire entendre, notamment dans la rue, mais avec aussi de la répression qui va avec. Oui, en fait, c'est normal, puisque dans la dynamique politique, quand vous prenez l'insurrection, vous faites une photographie, vous regardez les forces qui étaient présentes,
après l'insurrection et dans la gestion des 6 années, refaites la photographie, vous voyez que toutes ces forces ont plus ou moins migré. Beaucoup ont migré dans la mouvance. Certains, même s'ils n'ont pas migré directement, bon, de façon un peu souterraine ou de façon tétanisée, ils ne bougent plus. Et donc, du coup, ça donne l'occasion à d'autres forces politiques de s'exprimer. C'est ça la dynamique politique et la dialectique au niveau, effectivement, des mouvements sociaux. C'est comme ça. Tout est en mouvement, tout est dynamique. Et donc, ce qu'on est en train de voir, mais ça veut dire que le seuil de compétence du pouvoir ayant été atteint, s'il y a des forces qui se sont fourvoyées, qui sont allées s'agripper au pouvoir et qui ne peuvent plus bouger, mais il y a d'autres forces qui vont s'organiser et puis remonter en surface. Et c'est à cette forme organisationnelle que nous sommes en train de voir, qui est en train de se passer. Des organisations Oui. qui naissent, c'est le printemps hein, des OSC, ça existe de part et d'autre pour défendre des positions, Bien sûr. mais sans un véritable leadership affiché et donc difficile de mener des luttes dans ce contexte. C'est à ce niveau que je crois que le travail doit être parfait. Il faut parfaire le travail à ce niveau parce que ça a besoin vraiment d'être non seulement organisé, avec des acteurs voilà, qui vont apporter aussi leur expérience. Et de toute façon, dans cette tentative de ces forces-là, ils vont s'exercer, ils vont faire leur expérience et ils vont aller jusqu'à... Parce que je veux dire, vous voyez, il y a, juste avant l'élection, vous avez vu que beaucoup de forces, même d'OSC, n'étaient pas assez fortes, n'étaient pas capables, par exemple, d'organiser des manifestations et qu'aujourd'hui, subitement, ces organisations sont capables d'organiser des manifestations sur la scène politique. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions. Voilà. Et donc, la dynamique des OSC, elle a toujours été comme ça. Voilà. Malheureusement, il y a des incendies, il y a des casses, mais il y a aussi des arrestations. Oui, en fait, c'est ce que j'ai dit. Sur ce volet, il faut le dire clairement, il faut que ce soit des mouvements organisés. Moi, je prends l'exemple de la lutte du collectif. Le collectif n'a même pas besoin de la sécurité même ni policière et autres pour mener des activités. Le collectif contre l'impunité qui a été un vaste mouvement dans l'intensité, dans la taille, l'ampleur, dans la durée, de 98 jusqu'à pratiquement 2003-2004, a organisé des manifestations à travers tout le pays dans l'ordre. Donc, du coup, ça, c'est une compétence que ces organisations actuelles-là devraient pouvoir acquérir. Ça, il faut le dire. Mais je pense que tout va aller... de formation. Oui, tout va aller en s'améliorant. D'accord. Parce Qu'est-ce que vous pensez de ces arrestations? Bon, par contre, pour ce qui est des arrestations, moi, je pense qu'il y a un grand recul dans notre pays par rapport aux libertés publiques. Et je pense également que il ne faudrait pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Parce que il y a les arrestations, c'est une répression, y compris, il ne faut pas oublier que même la coupure d'Internet était une répression collective qui coupait le Burkina Faso du reste du monde et qui a pour tentative de museler la jeunesse pendant un certain temps pour qu'elle ne s'exprime pas. Mais hormis ça, j'ai dit, il y a eu même des tentatives, sinon des marches qui ont été interdites de par le passé. Donc, aujourd'hui, ça, ce serait une grave erreur dans un contexte où un régime demande un sursaut, cherche à faire l'unité, mais en même temps bafoue de façon, j'allais dire, grave, les libertés publiques qui ont été acquises de haute lutte. Parce que ces combats, ce sont les combats de fond et les combats de base de la construction de l'état de droit. Lesquels combats des forces l'ont mené pendant des décennies et qui a même profité au régime actuel. Parce que c'est la relative espace de liberté créé par les combats de plusieurs années qui ont permis qu'aujourd'hui, beaucoup de gens puissent quitter le CDP à l'époque et puis mener d'autres activités politiques. Donc, il est hors de question de remettre en cause les libertés publiques au Burkina Faso et de la jeunesse. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et je dis, si le régime actuel joue trop sur cette fibre et sur cette question, elle sera la première perdante dans la situation. Parce que moi, je n'ai jamais vu un régime qui a pu se défaire ou se libérer, qui a pu s'en sortir dans la répression. Changement opérationnel au niveau de l'armée, opération même propre, gouvernement resserré et soudé. Visiblement, vous n'y croyez pas tellement et on est en fin d'émission. Pour se résumer, pour vous, la seule issue,
c'est un arrêt historique pour aller vers une forme de transition, pour faire face aux problèmes sécuritaires, c'est bien ça? Ben oui. Nous avons fait notre proposition, qui est celle d'ailleurs, je crois, aujourd'hui la plus sage, la plus modérée et la moins, j'allais dire, qui crée moins d'incertitude. Sinon, comme je l'ai déjà dit, hein, mais il y en a qui prônent, par exemple, voilà, actuellement, ben, la révolution. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Mais si on parle de révolution, c'est encore un autre bouleversement avec, j'allais dire, une violence qu'on peut estimer encore supérieure à ce qu'il y a. Ça, c'est par exemple un exemple que je prends. Il y en a, il ne faut pas le cacher. Il y a des forces et des citoyens qui estiment que peut-être c'est l'option militaire qui est la plus appropriée aujourd'hui et qui insidieusement appelle à un coup d'État militaire. Même si, voilà, je suis contre cette position, mais attention, des Burkinabés y pensent et il y a des organisations qui l'attisent. Vous avez vu que certaines organisations même se démarquent même des coups d'État. Ça veut dire qu'il y a les effets et des appels à cela dans notre société. Donc ça, c'est une option que d'autres aussi proposent. Bon, il y en a qui proposent une option constitutionnelle qui consiste à une sorte de retrait suivi, par exemple, de la mise en place voilà, des élections par un président d'assemblée, il y a pour peut-être 3 mois, 90 jours après, hein, pour organiser des élections. Donc vous voyez... Organiser des élections dans ce contexte, sur quel territoire? Ce qui est pratiquement... C'est pourquoi je dis, quand on fait le bilan de toutes ces propositions, on se rend compte que finalement, peut-être que, voilà, une transition pourrait mettre tout le monde d'accord et permettre une issue beaucoup plus tranquille dans cette situation. Sinon, si on traîne, on s'entête, à mon avis, hein, tel que je vois venir, s'il n'y a pas de réponse, si ces solutions énoncées ça et là ne trouvent pas véritablement une issue, vous voyez, ça peut laisser basculer le pays dans une situation beaucoup encore plus dramatique. Voilà pourquoi je dis que c'est la solution la plus sage. Est-ce qu'une transition peut mener la lutte avec légitimité et rappelez-vous victorieuse? Que non, notre continent aujourd'hui, là, quand vous regardez, même au Mali à côté, le Mali est dans une transition politique et mène sa lutte et fait son expérience. C'est dans une transition, pour ne même pas dire une double transition. Donc, du coup, les pouvoirs, j'allais dire un peu classiques, anciens, qui sont là, ils le sont avec toute leur tare, par leur manière d'arriver, avec tout ce qu'ils incarnent en matière de corruption et d'incapacité à répondre aux préoccupations des populations. Donc ces pouvoirs ne peuvent plus mobiliser les masses populaires. Dans les situations exceptionnelles, je vous dis, ces pouvoirs ne peuvent pas répondre. Et ça va créer ce qu'on appelle une sorte d'immobilisme. Et en ce moment, ça va provoquer une aggravation de la situation. Donc, par fini, l'issue qui reste aujourd'hui, c'est certainement cela. Ce qui est sûr, aucun peuple n'a jamais appelé à une transition. Hein. Les transitions viennent s'imposer. Il y a aussi une lourdeur à mettre en place des organes d'une transition. Le Burkina a fait son expérience aussi. Parfois, ça tergiverse. Ce n'est pas aussi évident. Hein. Elle devrait faire mieux. Alors que créer le vide aujourd'hui, ça profite à l'ennemi. Oh non, elle devrait faire mieux. C'est-à-dire que les Burkinabés devraient faire mieux. Tout comme, vous voyez, certains pays voisins tirent exactement les leçons et les enseignements de tout ce qui s'est passé comme transition au Burkina Faso. Et quand on observe, on voit très bien que aujourd'hui, certainement, c'est cette voie. Nous ne pensons pas détenir la vérité. Mais dans notre réflexion politique et notre proposition d'issue à la crise, en termes de contribution, de résolution et de sortie, nous disons que certainement, cela est la voie qui peut permettre aujourd'hui, là, voilà, de relancer les Burkinabés, de recréer un sursaut pour permettre véritablement de reconquérir et de donner d'autres espoirs au Burkina Faso. Ça, c'est ce que nous pensons. Parce que vous pensez qu'il y a une crise de confiance. Merci, M. David Moyanga. Vous êtes le président du Socle citoyen pour la libération. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Vraiment, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de vérité. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.